C'est un sujet qui occupe absolument toutes mes journées depuis plus de 3 ans et la sortie de mon premier livre, DNVB, le renouveau du commerce. Dans ce livre, j'évoquais l'avenir radieux qui se présentait devant ces ovnis, les fameuses DNVB qui à l'époque vraiment venaient tout renverser. Pourtant, aujourd'hui les temps sont beaucoup plus durs pour elles. Donc dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur la folie des DNVB et de nous interroger sur leur avenir. Bonjour à tous, je suis Sébastien Tortu, donc auteur de DNVB, le renouveau du commerce, auteur de l'Ikigai de marque et fondateur du collectif de freelance Boost Conversion dédié à la conversion des sites e-commerce. Alors déjà, pour tous ceux qui découvriraient aujourd'hui le terme DNVB, on parle de DNVB pour Digital Native Vertical Brand. Les marques qui sont nées sur le web et qui verticalisent le commerce, c'est-à-dire qu'elles intègrent toute la chaîne de valeur, de la production à la distribution, et de la distribution se faisant principalement via son site web. C'était donc la fin des intermédiaires, on venait complètement court-circuiter justement les circuits classiques pour offrir un meilleur produit, une meilleure expérience pour un meilleur prix. En France, on pense par exemple à Teddy Bear, à Tipto, à l'Amazona ou au slip français. Bon, déjà, au-delà du modèle, le terme ne veut plus rien dire. Digital native, c'est devenu un pléonasme comme monter en haut. Connaissez-vous aujourd'hui des marques qui se lanceraient sans site web? J'imagine que si on cherche, on va finir par en trouver, mais ce chiffre, il va être très minoritaire. Alors évidemment, dans le terme digital native, on n'entend pas seulement avoir commencé avec un site web. Moi, en tout cas, dans le livre DNVB, le renouveau du commerce, j'ai développé la philosophie qui dit que le digital native, c'est aussi pour les équipes qui pilotent ces entreprises. Car finalement, elles sont nées avec le web et elles représentent la première génération capable de servir du digital pour développer un business. C'est d'ailleurs pour cette raison que ces marques ont réussi à créer des communautés fortes, à interagir constamment avec leurs clients et à récolter une multitude de data pour leur permettre d'améliorer l'expérience client et évidemment leur performance. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus du tout un avantage concurrentiel, car toutes les marques qui se lancent savent utiliser le digital. Et surtout, toutes les grandes marques que les DNVB venaient concurrencer s'y sont mises aussi. Donc clairement, ce n'est plus du tout un avantage. Alors, je vous vois venir et me dire, mais Sébastien, t'es complètement has-been. Aujourd'hui, on parle plus du tout de DNVB, mais d'ONVB pour omnicanal à la place de digital. Zen. Je prends une respiration, mais je déteste ce mot qui, à mon sens, ne veut absolument rien dire. C'est le marketing du marketing. Parce que sincèrement, si c'est juste pour dire « je mets des marges assez importantes pour permettre d'avoir un intermédiaire quand je l'aurais décidé », ça mérite pas une appellation. C'est juste du bon sens business, rien d'autre. D'ailleurs, et il faut le savoir, ce rapport au digital a été une opportunité folle pour les DNVB, mais aussi le début de la fin. Tout simplement car à un moment, au lieu de se considérer comme des boîtes produits avec tous les problèmes d'achat, de stock, de livraison, de retour que ça peut engendrer, elles se sont considérées comme des boîtes tech. Et le pire dans tout ça, c'est que les fonds d'investissement y ont cru aussi. Du coup, elles ont levé beaucoup d'argent, mais vraiment beaucoup d'argent. Alors certes, sur le marché français, c'était moins gros qu'aux États-Unis, mais à un moment, c'était quand même fou, car moi, je voyais tous les jours ou presque des projets qui levaient 1 million ou 2 millions d'euros. Et sur ces millions levés, une très grosse partie partait dans quoi? Eh ben, dans les plateformes publicitaires, comme Facebook, Insta, Snapchat ou Google. C'était absolument une folie. On estime quand elle levait 1 million, elle dépensait entre 30 et 50% des montants levés dans ces régies. Quand on sait qu'au départ, l'idée était de se passer d'intermédiaire, on se rend bien compte que c'était un leurre. Car dans le fond, qu'est-ce qui est le mieux? De donner un pourcentage de son business à un retailer capable d'expliquer le produit, de le mettre dans les mains des clients, ou dans Facebook qui, en plus, va garder toute la donnée pour lui? Ouais, c'est pas faux. Franchement, l'intermédiaire, ils se le sont créés eux-mêmes. En plus, un point qui est important, c'est que ces marques investissaient sur ces plateformes qui, de base, n'étaient pas des plateformes e-commerce.
En scrollant sur votre feed Insta, vous allez voir une pub toutes les 3 ou 4 photos. Clairement, vous n'aurez ni l'intention ni les moyens d'acheter à chaque fois. C'est pas pour rien d'ailleurs que l'on voit de plus en plus de marques se lancer sur Amazon et investir une bonne partie de leur budget publicitaire dessus. Et c'est complètement logique. Sur Amazon, les gens viennent acheter, pas sur Instagram. D'ailleurs, j'ai vu récemment une interview du fonds d'investissement qui a investi dans Warby Parker, qui est quand même l'exemple des DNVB américaines. Ce fonds disait qu'il n'investirait plus jamais sur une marque qui refuse d'être présente sur Amazon ou sur les marketplaces affinitaires. Autant vous dire que le vent a complètement tourné. En plus de ça, avec l'opportunité de créer des marques facilement, beaucoup pensent qu'avec 3 produits, un Shopify, on peut créer une marque. Bon, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Mais bref, tous ces fondateurs sont venus rendre beaucoup plus flou le marché. Aujourd'hui, est-ce que vous savez combien il existe de marques de matelas en France? La réponse, c'est beaucoup trop pour le marché, mais surtout beaucoup trop pour continuer à y voir clair. Au début de Teddy Bear, l'une de ses promesses, c'était de dire « on vient amener de la lisibilité sur le marché du matelas ». Or aujourd'hui, cette lisibilité, elle est complètement perdue. Alors je vous parle pas des métiers du complément alimentaire, du make-up et tout, parce que là, c'est encore pire. Mais surtout, en créant toujours plus de DNVB, les fondateurs sont venus s'auto-concurrencer en investissant au même endroit que leur grande sœur, ce qui fait mécaniquement monter les coûts d'acquisition et réduire la conversion. Au-delà du business model d'enchère des plateformes, le problème vient aussi de la cible de toutes ces marques. Pour en avoir accompagné un bon paquet, elles veulent toutes parler aux mêmes personnes. Le fameux citadin de 30 ans, dynamique, écolo et vegan. Sauf que la France, c'est pas que ça, et qu'à un moment, le marché, il devient hyper saturé, et que ce persona ne peut pas acheter dans toutes les marques. Clairement, surtout que ce persona, aujourd'hui, il va à l'encontre du modèle de consommation classique, car il prône une sorte de déconsommation, de durabilité et d'achat réfléchi. Clairement, le marché était petit, mais là, il devient absolument minuscule. Alors, il y a encore plein d'autres raisons que je pourrais évoquer, iOS et tout ça. Mais je crois que le principal, il est dit. On se rend bien compte que les DNVB, ou en tout cas le marché des DNVB, est en danger. Mais vu que je suis quelqu'un d'optimiste, je pense pas pour autant que toutes ces boîtes vont mourir. Je pense que, évidemment, beaucoup d'entre elles vont disparaître dans les 2-3 années à venir, mais que d'autres resteront. Celles qui resteront seront celles qui auront vraiment compris le modèle des DNVB. Ce sera celles qui se serviront des outils digitaux pour s'intéresser vraiment à leurs clients, celles qui iront vraiment les rencontrer dans la vraie vie pour créer des relations uniques, entières et profondes avec eux. Je pense sincèrement que le marché se réorientera vers des marques moins financées, avec des objectifs de rentabilité beaucoup plus fortes et beaucoup plus rapides. Je pense que le marché, il ira se fragmenter encore plus pour toucher des niches. Les marques seront encore plus petites, mais beaucoup plus engagées et beaucoup plus proches de leurs clients. En soi, je pense que c'est justement la définition d'une DNVB en quelque sorte. D'ailleurs, en 2019, je finissais mon livre avec ces quelques mots que je souhaitais vous lire. Si les DNVB sont en train de réussir leur pari, c'est qu'elles ont considéré le commerce sous un angle totalement nouveau en ayant la volonté de réenchanter l'expérience client, où la fidélité ne s'achète pas à coup de réduction, mais s'acquiert par le partage d'émotions. Elles ont compris que derrière chaque produit, le service et l'expérience génèrent davantage de valeur. Les DNVB sont une note d'espoir pour tout le monde. Elles prouvent que des bonnes idées, des prises de risques et de l'audace peuvent être récompensées. Elles montrent que les valeurs humanistes, sociales, écologiques et progressistes peuvent aussi s'associer à des enjeux économiques et capitalistiques. Elles soulignent qu'il n'existe pas un seul système d'achat auquel se conformer, mais plusieurs approches possibles. Produire toujours plus vite et toujours moins cher n'est plus une situation tenable car nous épuisons toutes les ressources de notre planète de plus en plus rapidement. Il est clair que l'avenir du commerce de détail doit passer par une croissance plus saine, raisonnée et holistique, ayant un impact positif sur la planète et pouvant offrir au monde un éco-capitalisme respectueux de l'environnement et de ses clients. J'ai la sensation qu'en 2019, j'avais prédit les DNVB de 2023, donc je suis content, ça veut dire que ce livre est pas du tout has-been encore. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager un maximum pour me donner de la force. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao!